Vous savez, le trafic de la faune sauvage est un fléau qui menace non seulement les espèces étant au service d'une activité lucrative, mais également l'écosystème duquel elles dépendent. Bien qu'à la fin du XXe siècle, certains programmes de sauvegarde émergent dans le monde et quelques conventions au service de la protection animale voient le jour, eh bien, le commerce illégal et immoral d'espèces sauvages continue de faire ravage dans certaines régions du monde. Ainsi, dans ce cours, relativement particulier, je vous l'accorde, je souhaiterais vous partager la vie d'un homme qui a été trafiquant de reptiles dans les années 90. Bien entendu, suite à de nombreuses condamnations, eh bien, cet individu effectua un séjour en prison, puis décida de se remettre en question concernant ses agissements. Il s'agit bien entendu de l'histoire de Tom Crutchfield, un Américain ayant vendu illégalement des reptiles prélevés dans la nature entre 1992 et 1999. Un documentaire le concernant d'ailleurs est disponible sur Dailymotion. Bon, malheureusement, je n'arrive pas à le trouver en meilleure qualité et sur une autre plateforme du web. Pour autant, je laisserai le lien en description de cette vidéo pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, d'autant plus qu'il s'agit d'une reconstitution et c'est la raison pour laquelle je vais tenter de m'appuyer sur cette dernière pour vous raconter son histoire avec précision. Alors, tout d'abord, notons que dans les années 70, Tom Crutchfield vivait en Floride, à Fort Myers. Bien qu'il était assez satisfait de sa vie conjugale et qu'il n'avait pas énormément de soucis financiers, il faut savoir que Tom Crutchfield n'aimait pas du tout son travail. Dans un témoignage, il affirme même qu'il était plutôt bien payé, mais le problème était qu'il n'aimait pas du tout cette vie. Mais en dehors de son travail, il était fasciné par les reptiles et en avait même à son domicile. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il s'en occupait chaque jour après son travail. C'était en quelque sorte sa passion, pour ainsi dire. Mais rêvant d'aventure et davantage de proximité avec l'univers de ces animaux, il souhaitait emprunter un nouveau chemin pour sa vie. À savoir qu'un jour, il alla rendre visite à deux de ses amis qui avaient des boas de Bimini dans leur animalerie, soit des serpents qui sont à la base uniquement originaires des Bahamas. En fait, ses amis lui expliquèrent qu'ils capturaient ces serpents dans leur pays d'origine et les ramenaient tout simplement en douceur aux États-Unis. Alors, bien entendu, au début, Tom Crutchfield fut sceptique. Mais ses amis lui affirmèrent qu'il les désignait comme étant des animaux de compagnie, face aux douanes d'un esprit plutôt souple, pour ainsi dire, et qu'il ne les confisquait jamais. C'est pourquoi, vers la fin des années 80, voire le début des années 90, eh bien, Tom Crutchfield alla en Bimini avec un ami constater de lui-même cette histoire. Arrivé là-bas, il captura quelques espèces exotiques et une histoire s'ensuivit.
Alors, ayant capturé un serpent, il trouva par hasard des mygales. Étant donné que son ami n'avait capturé aucun serpent ce jour-là, eh bien, ce dernier décida d'en capturer quelques-unes, puis tout simplement de les ramener à Miami. À savoir que le serpent que Tom Crutchfield avait capturé avait été glissé dans un sac qui lui-même fut enfoui dans un sac de voyage entre des vêtements. Alors, son ami utilisait la même méthode pour cacher ses mygales durant le voyage. Et à savoir que les mygales étaient chacune dans des sortes de pochons en tissu cachés entre des vêtements. Bon. Bien qu'il fût très stressé durant le trajet, le premier poste de douane qu'ils ont dû franchir était celui de Bimini. Et pour le coup, eh bien, cette étape fut relativement simple. Alors, en effet, les douaniers ont simplement demandé les papiers et les ont tout simplement laissés passer. Mais ce manque d'intention de leur part eh bien, n'a pas pour autant détendu Tom Crutchfield pour autant. Effectivement, étant à son premier coup d'essai, il était incapable d'oublier le serpent qu'il transportait illégalement dans son sac. Et à ce moment-ci, il redoutait le passage des douanes américaines, puisqu'il savait pertinemment qu'ils allaient être beaucoup plus pointilleux. Alors, à l'atterrissage, il se dirigea donc, accompagné de son ami, vers le poste de douane et contrairement aux douaniers de Bimini, ces douaniers avaient l'air d'être beaucoup plus scrupuleux. Non seulement ils demandaient les papiers, mais ils contrôlaient aussi beaucoup plus facilement les sacs. Et ça n'a pas loupé, puisque son ami qui avait décidé de passer en premier fut invité à présenter le contenu de son sac à la douane. Mais souvenez-vous, son ami n'avait pas capturé de serpent, mais s'était rattrapé sur quelques mygales avant de quitter les Bahamas. Et malheureusement pour lui, l'un des douaniers sortit un pochon en tissu dans lequel se trouvait une mygale et lui demanda qu'est-ce qui était à l'intérieur. Alors vu que son ami était peu bavard à ce moment-ci, et nous pouvons comprendre, eh bien le douanier décida soudainement de glisser la main à l'intérieur du pochon. Et évidemment, il a fini par se faire mordre. Alors, surpris que sa main devienne ensanglantée par un être l'ayant mordu, il lui redemanda qu'est-ce qui était à l'intérieur de ce pochon en tissu. Mais au même moment, la mygale atteignit le haut du pochon et le douanier fit un malaise, tout simplement. Alors automatiquement, et c'est normal, on peut le comprendre, tous les autres douaniers se ramenaient rapidement, non seulement pour secourir leurs collègues, mais également pour intercepter le propriétaire du sac. Et pendant qu'il se faisait intercepter, eh bien, l'ami de Tom Crutchfield leur expliqua que la morsure était délivrée par une araignée et qu'elle était non mortelle. Mais vu que cette dernière commençait un peu à se balader un peu partout dans l'aéroport, eh bien, le douanier décida de l'écraser. Et à ce moment-ci, l'ambiance elle était assez tendue, pour ainsi dire. Mais pour autant, le serpent de Tom Crutchfield était toujours dans son bagage. Et au vu de la situation, du moins du centre d'attention que la plupart des douaniers avaient envers son ami et leurs collègues, eh bien, Tom Crutchfield décida de passer sur le côté et de sortir calmement à l'abri des regards, surtout en ne regardant personne pour ne pas attirer l'attention, ce qui lui a permis de sortir sans être contrôlé par la douane. Alors, après cet épisode, il affirma être soulagé pour sa part, mais tout de même inquiet en ce qui concernait son ami. Alors, il ignorait ce que cela allait lui coûter. Alors, il a attendu un long instant jusqu'à ce que son ami débarque en lui annonçant que les douaniers avaient jeté toutes les autres araignées dans les toilettes et lui avait tout simplement ordonné de ne plus jamais recommencer ce genre d'activité. Alors, à ce moment-là, Tom Crutchfield était stupéfait. Stupéfait que son ami ne soit pas autant sanctionné qu'il se l'était imaginé. Et c'est la raison pour laquelle il décida de reproduire ce genre d'activité encore et encore.
Pour lui, c'était comme un passe-temps, voyez-vous, un passe-temps lucratif certes, mais une activité rémunérée de manière très facile. Il n'avait qu'à capturer des espèces exotiques dans leur milieu naturel et les vendre à un assez bon prix d'ailleurs aux États-Unis, sachant que ses clients adoraient tellement les animaux rares et interdits qu'ils faisaient la queue pour en acheter. Et c'est à cet instant qu'il comprit qu'il pouvait largement vivre. Caraïbes, Bimini, Bahamas furent ses premières expéditions dédiées à la capture d'espèces interdites à la vente. Les 50 $ qu'il pouvait gagner à la revente de serpents au début de son commerce se transformèrent en milliers de dollars. Chaque voyage finançait les suivants, et ainsi de suite, afin de toujours gagner plus et répondre à une clientèle toujours de plus en plus demandeuse et exigeante. Il arrivait toujours à passer les douanes sans se faire intercepter ni poursuivi en justice d'ailleurs. Ainsi, il est devenu une star dans le commerce illégal des reptiles et autres espèces exotiques. Il pouvait autant vendre des serpents que des tortues, des varans, des crocodiles ou encore des mygales. Et bien entendu, plus les animaux étaient rares et plus il les vendait cher. À tel point que la première année, il estime avoir effectué un chiffre d'affaires d'environ 200 000 $. C'est bien simple, son activité ressemblait à une spirale, mais une spirale disons améliorative, puisque plus il se développait, plus il allait dans des pays reculés capturer des reptiles encore plus rares pour les revendre encore plus cher. Et son histoire ne s'arrêta pas là, puisque dans le documentaire Reptile Connection de la série télévisée documentaire britannique Voyage au bout de l'enfer, diffusée sur la chaîne National Geographic, eh bien, nous apercevons Tom Crutchfield évoquer le fait que son ultime but était de réussir à capturer un cobra royal. Étant l'un des serpents venimeux les plus grands du monde, cette espèce le fascinait. Afin d'atteindre son objectif, il alla à Chiang Mai, en Thaïlande, et plus précisément dans le Triangle d'Or, sachant qu'à l'époque, il s'agissait d'un endroit extrêmement dangereux, notamment du fait que l'on y produisait la plus grande partie de l'héroïne mondiale. Alors, accompagné de sa compagne puis d'un guide thaïlandais, il conduisit une demi-journée sur une vraie route, puis des routes de terre, et ils ont continué à pied. Tous les trois pénétrèrent la jungle sous la volonté de Tom Crutchfield et après des kilomètres et des kilomètres de marche, le guide s'arrêta brusquement et se mit à hurler de peur, comme s'il avait vu un fauve affamé devant lui. Du moins,
C'est ce que Tom a supposé sur le moment venu. Alors il balaya la zone rapidement afin de repérer l'éventuel prédateur pour également se protéger. Mais il aperçut un cobra royal qui s'enfuyait très rapidement. Alors il courut après et le tira par la queue. Mais le cobra n'était pas du genre à aimer la promiscuité et se dressa juste devant lui. D'ailleurs, j'ouvre cette petite parenthèse pour vous dire que dans la reconstitution, on observe bien cette situation critique qui peut vite mal tourner. Donc le serpent se dressa face à lui et c'est à ce moment précis que Tom Crutchfield devient sceptique. Il était dans une telle situation critique qu'il fut envahi par une bonne poussée d'adrénaline. D'un côté, je le comprends, il s'agissait tout de même d'un serpent mortellement venimeux et lorsque l'on se situe à des kilomètres d'un antidote ou d'un éventuel hôpital, eh bien, une seule morsure et c'est la mort. Mais vous savez, quand on connaît quelques-unes des caractéristiques d'une espèce, eh bien, il devient plus facile de la contrôler. Alors, il prit un bout de bois et le déplaça de droite à gauche afin que le serpent suive le mouvement. Et oui, puisque le cobra royal fait toujours face au danger, donc Tom Crutchfield n'avait qu'à effectuer des mouvements de va-et-vient afin de guider le serpent jusqu'à le fatiguer. D'autant plus que ce dernier effectuait des attaques répétées contre l'extrémité du bout de bois, ce qui le fatiguait encore plus. Et lorsque le serpent est devenu plus calme, eh bien, Tom Crutchfield plaqua la tête du serpent sur le sol avec l'aide du bout de bois, puis le saisit par le cou avant de le glisser dans un sac en tissu. Il avait enfin accompli son but et était très fier de lui. Afin de ne pas perdre le serpent, bien qu'il pouvait l'expédier hors de la Thaïlande, il décida tout de même de le ramener dans sa valise, comme à la bonne vieille époque. Alors que sa compagne, qui l'accompagnait, a bien tenté de le raisonner en lui disant que c'était assez dangereux, que quelqu'un risquait de se faire mordre, eh bien, Tom Crutchfield prit tout de même ce risque. À savoir qu'il a placé le cobra royal dans un sac, puis dans un carton, afin qu'il ne puisse pas mordre à travers le sac. Sa compagne, quant à elle, avait capturé des boas, ainsi qu'un varan extrêmement rare qu'elle avait caché dans des boîtes de pellicule. Bien qu'il avait l'habitude de ce qu'il faisait, depuis le temps qu'il pratiquait son activité, il faut savoir qu'une fois arrivé à l'aéroport de Bangkok, Tom Crutchfield n'était pas trop serein à l'idée de faire passer en cachette un cobra royal. Mais d'après lui, il fallait rester naturel afin de ne surtout pas éveiller le moindre soupçon. Une fois que l'avion atterrit à Miami, Tom Crutchfield et sa compagne, détachés à leur ceinture, et ce avant de partir de l'appareil, mais une annonce est faite dans l'avion. Cette voix demandait tout simplement à tous les passagers de rester assis, mais que Tom Crutchfield ainsi que sa compagne étaient invités à l'avant de l'appareil. Alors, bien entendu, à cet instant, il sut directement que cette annonce était en lien avec le cobra royal et il s'inquiétait d'ailleurs à l'idée que le serpent ait pu mordre quelqu'un et en y injectant une dose létale bien entendu. Alors, convoqué de suite dans une pièce privée avec 2 officiers de l'ordre, ils lui ont demandé s'il voyageait avec un cobra royal. Bien entendu, à ce moment-là, Tom Crutchfield ne pouvait pas mentir, mais avant de répondre à la question, il demanda tout simplement où était sa valise. Et la réponse était à Amsterdam. Et oui, sachez qu'il avait fait escale à Amsterdam afin de changer d'avion. Et les bagages auraient dû suivre naturellement. Mais les bagages ne se déplaçaient pas tout seuls. Et à ce moment-ci, Tom Crutchfield avait vraiment peur que le serpent ait mordu quelqu'un, sachant qu'un ami à lui s'était fait mordre par un cobra royal et était mort au bout de 12 minutes après la morsure. Alors, heureusement pour lui, les officiers de l'ordre lui ont affirmé que personne ne s'était fait mordre puisque durant le passage de la douane, eh bien, les chiens antidrogue avaient flairé le serpent.
et que ce dernier allait rester auprès des douanes hollandaises. Ils ont également pris la peine de fouiller leur bagage à main, dans lequel, je le rappelle, étaient cachés dans des boîtes de pellicule des boas et un varan extrêmement rares. Alors, les officiers de l'ordre n'ont pas ouvert ces boîtes. Puis, après ça, eh bien, Tom Crutchfield et sa compagne ont pu quitter l'aéroport, certainement avec le même discours que leur ami avait eu le droit avec ces fameuses araignées. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les officiers les surveillaient à présent, d'autant plus avec le lancement de l'opération Caméléon en 1993, donc une opération lancée contre les plus gros trafiquants internationaux de reptiles, puisque Tom Crutchfield n'était pas le seul gros trafiquant à cette époque, c'est pourquoi l'opération fut lancée. Et sachez qu'à cette époque, eh bien, des trafiquants allemands faisaient aussi rentrer des boas illégalement aux États-Unis. Et l'unité chargée d'arrêter les plus gros trafiquants de reptiles souhaitait intercepter et relier ces trafiquants entre eux afin de stopper leur activité tout simplement. Et quelque temps après son interpellation à l'aéroport, eh bien, l'activité de Tom Crutchfield lui rapportait près de 1 million de dollars par an. Il était pour ainsi dire considéré comme étant le numéro 1 des trafiquants de reptiles aux États-Unis. Et il était malin, puisqu'après l'épisode de l'aéroport, il décida de ne plus passer les serpents par la douane lui-même, mais tout simplement de payer des personnes pour faire cela. Et l'avantage de jouer dans la cour des grands, c'est aussi d'acheter ce que les autres trafiquants avaient déjà fait entrer illégalement sur le sol américain. Ainsi, à Orlando, en 1996, eh bien, Tom Crutchfield fit des échanges avec un Allemand, lui aussi réputé dans ce milieu. Alors, quelques womas de Tom Crutchfield contre près d'une dizaine de boas de Madagascar de l'Allemand. Ainsi, les deux trafiquants décidèrent d'effectuer l'échange dans une sorte de café ou un bar. Et malheureusement pour eux, eh bien, les officiers membres de l'opération Caméléon, souhaitant faire le lien entre les activités illégales de l'Allemand, la contrebande de reptiles, puis la société de Crutchfield, leur est tombé dessus. Alors en effet, Tom Crutchfield étant sous surveillance, les deux trafiquants furent interceptés en flagrant délit. Alors l'Allemand fut directement arrêté, mais concernant Tom Crutchfield, eh bien, les officiers souhaitaient monter un dossier encore plus solide contre lui et sont allés faire une petite perquisition à son domicile. Alors évidemment, avec tous les documents qu'il conservait pour mener à bien ses opérations, ceux-ci constituaient des preuves irréfutables pour le mettre en prison. Mais avant de quitter son domicile, eh bien, les officiers ont prévenu Tom Crutchfield de sa prochaine venue au tribunal pour parler de son sort. Mais ils savaient pertinemment qu'il n'était pas à son avantage,
C'est pourquoi, en avril de l'année 1997, il partit vivre au Belize afin de fuir la justice américaine et repartir de zéro dans une nouvelle vie avec sa compagne. Alors, dans ce pays d'Amérique centrale, la justice est telle qu'elle a l'autorisation de ne pas extrader Tom Crutchfield pour seul délit, le trafic d'animaux. Ainsi, il pouvait vivre à l'abri des condamnations. D'ailleurs, avec une importante somme d'argent en liquide qu'il avait conservé, eh bien, il a pu monter une nouvelle société, alors, légale cette fois-ci, de location de voitures afin de commencer convenablement sa nouvelle vie. Mais Tom Crutchfield fit une grosse erreur. En effet, le gouvernement du Belize ne souhaitait pas extrader Tom Crutchfield pour seul délit, le trafic d'animaux sauvages, mais en revanche, le gouvernement était intransigeant avec les personnes qui fuyaient la justice des États-Unis. Alors Tom Crutchfield fut arrêté puis emprisonné dans l'attente d'être extradé aux États-Unis pour son procès. Et cette prison dans laquelle il allait séjourner était la prison d'Attyville. Alors, il s'agissait d'un endroit réputé pour sa violence ainsi que sa surpopulation. Elle était d'ailleurs conçue pour 500 détenus et elle en accueillait 800. Alors notez qu'à titre indicatif, à son arrivée dans la prison, il fut placé dans une cellule avec 4 autres personnes. Pour lui, les conditions étaient horribles. Voir des personnes dormir par terre, sur des cartons, tout ça, il n'était pas du tout préparé. Et quand il a posé son sac au sol, un détenu a voulu le prendre. Ainsi, Tom Crutchfield insista pour que ce détenu arrête d'y toucher, puisque c'était son sac et non le leur. Et vu qu'il ne voulait rien entendre, et que le détenu voulait limite voler ses affaires, eh bien, Tom Crutchfield lui déboîta le coude. Disons qu'il ne voulait pas trop faire un débat, pour le coup. Malheureusement, suite à ce geste, eh bien, les gardiens se sont précipités et ont immédiatement écarté Tom Crutchfield du détenu en question. Puis, ils ont amené notre trafiquant dans une autre cellule. Une cellule qui comportait déjà un détenu. Alors, Tom Crutchfield comprit que l'homme de la cellule était quelqu'un d'assez dangereux, au vu qu'il ne soit pas plus accompagné que ça. Et après quelques échanges avec ce dernier, eh bien, le détenu lui annonça qu'il avait tué son ancien codétenu. Et étant donné qu'il avait aussi à portée de main une moitié de machette, autant vous dire que notre trafiquant de la faune sauvage a très mal dormi sa première nuit. D'ailleurs, dans un témoignage, Tom Crutchfield avoue qu'il était convaincu qu'il allait mourir dans cette prison. Pendant les 2 premières semaines, il restait sur ses gardes, au vu de cet environnement extrêmement violent et suite au fait d'être entouré de criminels. Sa survie était critique, d'autant plus que la plupart des individus étaient armés. D'ailleurs, l'événement qui l'a le plus marqué s'est déroulé dans la cour de la prison, où un détenu a entaillé le ventre d'un autre détenu avant de se faire intercepter par les gardiens. Et sa victime s'est ainsi vidée de son sang. Pour Tom Crutchfield, c'était atroce. Et cet événement l'a terriblement choqué, sachant que sa famille a mis 2 semaines avant de se rendre compte qu'il était à la prison d'Attyville. Ainsi, après ces 2 semaines, le gouvernement des États-Unis avait l'autorisation de ramener Tom Crutchfield devant la justice.
et il pouvait partir de cette prison dès qu'il voulait. Mais selon lui, il pouvait encore s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'il était inculpé aux États-Unis que le Belize avait le droit de l'incarcérer. Ainsi, le gouvernement des États-Unis a attendu assez longtemps, soit plusieurs mois, avant que les autorités du Belize autorisent l'extradition de Tom Crutchfield. Et après 5 mois de détention à la prison d'Attyville, il fut expulsé du Belize. D'un côté, Tom Crutchfield était soulagé que tout cela se finisse, afin de retrouver une vie, disons, convenable. Il plaida d'ailleurs coupable pour 7 chefs d'accusation liés au trafic d'animaux et a été condamné à 30 mois de prison. Une durée plutôt à son avantage, puisqu'il est intéressant de savoir qu'à ce jour, le trafic d'espèces protégées est passible de 5 ans de prison. Sachez également que la compagne de Tom Crutchfield aussi était condamné à son retour aux États-Unis et a bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle. Et après avoir été libéré en 2000, Tom Crutchfield a monté un nouveau commerce de reptiles, légal cette fois-ci, je vous rassure, et depuis, il est considéré comme un simple éleveur de reptiles. Bien, avant de nous quitter, sachez qu'il y a quelques années, et ce dans une étude, j'avais parlé de la législation sur les tortues. Et dans ce cours, j'aimerais bien revoir ce sujet avec vous, puisqu'il concerne non seulement la famille des chéloniens, mais aussi les autres espèces membres de cette sphère herpétologique, à savoir une faune qui a été principalement concernée dans le business de Tom Crutchfield. Donc, certains d'entre vous ont peut-être pour habitude de se balader dans des animaleries, de s'arrêter à chaque terrarium afin d'admirer le reptile qui s'y trouve. Tout peut nous laisser croire que les reptiles sont des animaux domestiques, classés dans les nouveaux animaux de compagnie, communément connus sous le nom de NAC. Et pourtant, ces derniers font toujours partie de la faune sauvage. Et même s'ils font le sujet du commerce, leur vente ainsi que leur détention sont soumises à de strictes et différentes réglementations, qu'elles soient françaises, européennes, voire internationales. La France d'ailleurs, qui a été l'un des pays qui a établi l'une des premières lois sur la protection de la nature le 10 juillet 1976, une loi qui a été intégrée et qui constitue toujours à l'heure actuelle notre code de l'environnement. Actuellement, la réglementation française évoque que la détention et le commerce des tortues ou de d'autres reptiles résultent de règles internationales ainsi que de lois propres à la France. Alors, ces lois existent non pas pour la tortue en elle-même,
mais plus pour les intentions du propriétaire et du détendeur. Ces lois sont là pour imposer des statuts ainsi que des obligations que nous allons voir ensemble. À commencer par le support historique. Notez que la France a été l'un des pays précurseurs dans la protection de la nature. La SNPN, soit la Société nationale pour la protection de la nature, fondée en 1854 à Paris au Muséum d'histoire naturelle, en fait l'exemple. En juin 1923 a lieu le premier congrès international de la protection de la nature. C'était d'ailleurs la première fois où des questions s'échangèrent concernant les préoccupations inquiétantes au sujet du comportement de l'homme vis-à-vis de la nature. Et c'est en 1948 que la SNPN devient l'UICN, soit l'Union internationale pour la conservation de la nature, et dont le siège se situe en Suisse. En 1960, la modernisation ainsi que la rapidité des moyens de transport et de communication ont permis d'accroître le trafic de la faune ainsi que de la flore sauvage. Une activité bien entendu très dangereuse pour l'écosystème et la survie des espèces concernées. Effectivement, d'année en année, la liste sur laquelle apparaissaient les espèces en voie d'extinction ne cessait d'accroître. Ainsi, l'ONU organisa la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en 1972. Et suite à cette conférence, sachez qu'un appel a été lancé à toutes les nations afin d'agir rapidement sur la sauvegarde de l'environnement.
Enfin, en 1973, eh bien, la Convention de Washington est fondée, une convention tout simplement basée sur le commerce international de la faune et de la flore sauvage menacée d'extinction, dont la dénomination en anglais Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, connue bien entendu sous l'appellation de CITE ou CITES. Alors concernant le fonctionnement de la Convention de Washington, eh bien, notez que les espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction ont été classées sous 3 annexes, à savoir l'annexe 1 dans laquelle apparaît le rassemblement des espèces menacées d'extinction et ce qui impose l'interdiction formelle du commerce de ces espèces, qui explique que la détention d'une espèce est accordée exceptionnellement comme pour une étude scientifique par exemple, et auquel cas un permis d'exportation sera fourni au détendeur de l'espèce s'il n'y a aucun obstacle à la survie de l'espèce bien entendu. Concernant l'annexe 2, eh bien, le commerce s'avère être sévèrement contrôlé afin qu'il ne nuise pas à la survie de l'espèce, et un permis d'exportation sera fourni au détendeur de l'espèce s'il y a encore une fois aucun obstacle à la survie de l'espèce. Et pour ce qui est de l'annexe 3, eh bien, sachez que les espèces classées sous cette annexe ne sont pas soumises aux mêmes réglementations strictes que celles de l'annexe 1 et de l'annexe 2. En revanche, les pays important et exportant ces espèces et qui se mettent en relation avec les autres nations devront fournir un certificat d'origine au spécimen afin d'apporter la preuve tangible que le spécimen appartient bien à l'annexe 3. Bien. En d'autres termes, les spécimens devront être nés et élevés en captivité et ainsi classés sous une annexe. À titre indicatif, et pour les amoureux des tortues, sachez que la plupart des espèces appartiennent à l'annexe 2, mis à part la tortue étoilée de Madagascar, la tortue à soc, la gophère à bord jaune, la tortue géométrique, la Pyxis arachnoïde, la Pyxis planicoda et enfin la tortue égyptienne. Pour ce qui est du CIC, notez qu'il s'agit d'un certificat dont l'usage est effectué uniquement à l'intérieur de l'Union européenne, d'où son nom, certificat intracommunautaire, et en général, eh bien, ça concerne les espèces classées en annexe A et parfois celles de l'annexe B. Bien entendu, le commerce des espèces classées en annexe A est strictement interdit, si l'on se réfère à l'article 8 du règlement 338/97, mais bien entendu des dérogations existent. Et auquel cas, si vous êtes concerné, il suffira de faire une demande à SADRIL, c'est-à-dire la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, puisque celle-ci analysera votre situation parmi les 8 possibilités de dérogation possibles sur le certificat.
Enfin, en ce qui concerne le CDC maintenant, eh bien, il est intéressant de savoir qu'il s'agit tout simplement d'un arrêté pris par le préfet et après le passage devant une commission départementale qui déterminera si le candidat est apte à gérer un établissement d'élevage, de vente ou encore de présentation au public. Ainsi, il y a 3 types de CDC. Afin de devenir capacitaire, il suffit tout simplement de faire une demande à la préfecture et de présenter un dossier à la direction départementale de la protection des populations, soit à la DDPP, qui présentera le dossier à la commission départementale tout simplement. Alors les conditions requises afin d'obtenir une CDC ne sont pas à prendre à la légère. Effectivement, pour une personne ayant aucune formation en biologie, eh bien, il faut 3 ans d'expérience, 20 heures de formation théorique et 50 heures de formation pratique dans un établissement d'élevage. Bien entendu, la formation devra porter sur les espèces faisant l'objet de la demande du CDC. Bon, ainsi s'achève ce cours. Alors pour être honnête, je suis assez content d'avoir terminé cette série de cours avec l'histoire de Tom Crutchfield. Donc une série de cours sous format vidéo qui était consacrée à la science ainsi qu'à la philosophie. Il est désormais temps maintenant pour nous tous d'œuvrer ensemble, chacun avec nos talents et facultés qui nous définissent en tant qu'êtres singuliers, et ce, au service d'un avenir meilleur, autant pour les membres de notre espèce que pour ceux avec qui nous partageons ce monde d'une immense richesse.